Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont en direct. Je me présente, je suis Antuf Charan, je suis le gérant euh, du, de la page Coaching Farafina. Au début, la page était juste faite pour euh, donner des citations qui sont qui me sont propres en fait, que j'invente, que je partage pour vous rappeler des notions que la plupart d'entre vous connaissent, mais on a toujours besoin d'un rappel en fait. Donc la page, son objectif c'était de donner des citations d'inspiration qui nous permettent de nous rappeler en fait qui on est, dans quelle orientation on veut se rendre pour être plus joyeux, plus productif et plus efficace. Donc l'objectif de la page, c'est euh, du coaching en fait, de l'entraînement. Dans l'entraînement pour être plus productif, plus efficace et surtout plus heureux en fait. Plus heureux parce que tout ce qu'on fait dans la vie, l'objectif pur en fait, l'objectif caché derrière toutes nos activités, c'est de se sentir bien. Se sentir bien le plus durablement possible. Donc c'est ça l'objectif de cette page, c'est de se rappeler en fait, faire des rappels entre nous, faire des rappels entre ceux qui s'intéressent au développement personnel, à la programmation neurolinguistique, parce que tout ce que je propose comme citation, c'est inspiré de la programmation neurolinguistique et aussi du substrat culturel africain, de la sagesse africaine. Donc c'est ça l'objectif de la page. L'objectif de la page, c'est vraiment des rappels en fait. Parce que euh, les lois de l'univers, on peut entre guillemets, les lois de l'univers ou les lois de la nature, en fait, la loi la plus prépondérante, c'est la loi de la constance en fait. Même si vous avez l'information sur un sujet, même si vous savez que c'est vos pensées qui dirigent vos émotions et que vos émotions dirigent vos actions, même si vous connaissez ce mécanisme-là, même si vous l'avez étudié dans les livres, mais s'il n'y a pas une mise en pratique et un rappel de ce principe-là, de cette mécanique-là, en fait, vous ne pouvez pas expérimenter pleinement euh, la puissance de cette loi et en faire un allié, une alliée en fait dans votre vie en fait. Donc c'est pour ça que cette page existe en fait, c'est pour des rappels, se rappeler, s'inspirer, euh, se, se dire les choses de manière constante jusqu'à ce que ça devienne une réalité prépondérante dans nos vies, une réalité prédominante. Parce qu'il ne suffit pas d'entendre une fois pour assimiler. Il faut qu'il y ait une répétition. Et c'est cette répétition-là qui va installer un nouveau logiciel en nous. Et ce logiciel-là, on peut le déployer quand nous voulons, où nous voulons, s'il y a une répétition. Il y a ce qu'on appelle euh, une, euh, une culture en fait. Il faut une culture. Une culture, c'est qui est acquis, qui est archivé dans nos comportements. Donc c'est pourquoi on a fait cette page-là. C'est pour se rappeler, c'est pour s'inspirer entre nous. Tous ceux qui s'intéressent au développement personnel et à d'autres personnes en fait. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet euh, qui est très important en fait, c'est le pouvoir des mots en fait. Les mots qu'on utilise en fait, peu importe la langue, que ce soit du swahili, que ce soit en français, peu importe la langue, les mots qu'on utilise ont une grande importance dans notre manière d'être, dans notre manière de faire et dans notre capacité à apprécier les choses qu'on a en fait, à apprécier le monde en fait, à être productif. Les mots ont une grande influence sur nous en fait. Avec les mots, on peut jeter des sorts. On peut jeter des sorts. On peut recevoir une malédiction ou une bénédiction. Combien de gens ont entendu euh, des mots euh, qui ressemblaient, qui sont des mots négatifs en fait. Et ces mots négatifs, à leur égard, ont créé un état d'être, une manière de penser. Et cette manière de penser a créé un comportement. Et ce comportement répétitif a guidé leur sort, en fait, a guidé leur destin, leur manière d'être, leur devenir. En fait, parfois, quand on est jeune, on nous dit t'es nul,
t'es stupide. Même maintenant, là, les gens peuvent nous le dire, t'es stupide, t'es nul, t'es un imbécile, t'es le portrait craché de ta mère, t'es pire que ta mère. On peut entendre des mots comme ça, des phrases, et parfois on se dit, ça va, je, ça va passer. Mais en fait, plus il y a une répétition de ces mots-là, plus ces mots-là nous influencent, en fait. Nous influencent dans notre manière de penser, notre manière de ressentir de ressentir les choses, nous influence ont une influence sur nos émotions et notre comportement. Donc les mots peuvent être un poison, mais peuvent aussi être une bénédiction. Donc, et ça, on le sait, moi je le sais en fait, je le sais depuis longtemps, mais j'ai tendance parfois à négliger en fait le pouvoir des mots sur nous. Euh, Par exemple, si on étudie bien un mot en fait, c'est pas juste un son en fait, c'est pas juste un son, mais c'est une réalité en fait. Quand on dit par exemple famille, c'est un mot, mais derrière famille, il y a quoi? Il y a le papa, la maman, euh, il y a les enfants, il y a les relations entre frères et sœurs, il y a des histoires. Dans un mot, il y a tout un monde en fait. Il y a toute une réalité en fait. Donc, les mots en fait, c'est pas juste des sons en fait. C'est pas, c'est des, c'est des, c'est des véhicules qui fixent la réalité. Donc, si tu choisis des mots, choisis les bons mots parce que ces mots-là vont fixer une réalité en toi. Et c'est cette réalité-là que si elle est répétée plusieurs fois, va être prédominante. Et si cette réalité est prédominante, c'est elle qui va guider ta manière, l'orientation de tes pensées. Et tes pensées, ta perspective, ta manière de voir le monde va influencer ta manière de ressentir tes émotions. Et c'est là où c'est puissant en fait, c'est là où c'est puissant. C'est là où c'est puissant, c'est parce que nos émotions sont notre énergie en fait. Notre énergie, notre manière de ressentir, c'est notre énergie. Et cette énergie-là nous pousse à faire des actions ou à être passive en fait, ou à ne rien faire en fait. Donc, et c'est par nos actions qu'on expérimente la vie en fait. Donc si on ne s'intéresse pas aux mots qu'on utilise tous les jours, aux mots qu'on entend tous les jours, euh, c'est euh, c'est c'est ne pas connaître en fait les règles de la vie. Donc il y a une loi qui s'appelle la loi de l'émanation et cette loi-là nous dit que nos pensées, c'est-à-dire que nos pensées c'est nos mots en fait parce que personne ne peut penser sans mots, ne peut penser sans une représentation de la réalité et les mots sont une représentation de la réalité. Qui peut penser sans mots? Dites-moi dans le chat s'il y a une personne qui a déjà essayé qui a pu penser sans mots en fait. À 99%, c'est impossible. C'est possible, hein. Je dis c'est possible parce que moi je l'ai déjà fait, hein. Penser sans mots. Je l'ai déjà fait. Mais à 99%, quand on pense, quand on va dans une orientation de la réalité, quand on choisit une orientation de la réalité, on utilise les mots. Notre véhicule, c'est les mots pour voguer sur la réalité, pour donner un sens à la réalité, c'est les mots. Donc, nos pensées, c'est des mots. C'est des mots qui sont dans nos têtes et qui représentent une réalité. Et ces mots-là génèrent une perspective émotionnelle, c'est-à-dire soit de la tristesse, soit de la joie en fait, soit de la satisfaction, soit de l'insatisfaction, soit de la motivation, soit de la passivité, soit de la frustration, soit de l'épanouissement. Donc il faut vraiment faire attention aux mots qu'on utilise en fait, aux mots qu'on reçoit, parce qu'il y a des mots qu'on reçoit de notre environnement, parce qu'on est exposé à un environnement, et les mots aussi qu'on émet en fait, parce que les mots qu'on émet, si on utilise des mots, une certaine façon de parler, sans faire attention, sans être vigilant par rapport à ça, ces mots-là, ils peuvent paraître
ils peuvent paraître insignifiants au début. Par exemple, à chaque fois quand on parle aux gens, on utilise la négation. Ah, je peux pas y arriver, je sais pas comment faire. Au début, ça paraît insignifiant, mais petit à petit, il y a des schémas neuronaux qui se forment et qui se renforcent par rapport aux mots qu'on utilise. Et ces chemins neuronaux vont devenir prédominants et représenter une réalité. C'est-à-dire dans nos mécanismes de pensée, à chaque fois qu'on va commencer à penser à une situation, à une chose, à réfléchir sur une situation, il y aura une standardisation. C'est-à-dire cette standardisation qui va être prédominante, c'est la standardisation la plus répétée. Donc par exemple, dès que je vois une situation, je vais penser à la négation, je vais penser à ce que je ne peux pas faire par rapport à cette situation, à ce qui va m'être présenté comme obstacle par rapport à cette situation. Parce que je me suis habitué à émettre des mots sous l'angle d'une formulation non permissive, une formulation qui ne me permet pas. Par exemple, j'ai rendez-vous avec un ami pour écrire un projet et il y a des problèmes de train. Donc j'appelle mon ami et je lui dis, je pense que il sera difficile pour moi d'être à l'heure pour notre rendez-vous aujourd'hui. Ok, c'est au calme, mais c'est pas grave ce qu'on a dit. Mais si à chaque fois qu'on émet un discours, on émet à partir de la vision de ce qu'on ne peut pas, à partir de la vision de ce qu'on ne veut pas, à partir de la perspective de ce que l'on n'aime pas, et ben le cerveau, les circuits neuronaux prennent comme standard de pensée, comme mécanisme de pensée, il s'habitue à penser à partir en regardant les frustrations, en regardant les dangers, en regardant ce qui ne va pas aller, en regardant ce qui ne va pas fonctionner. Donc cette perspective de pensée a été induit par quoi? Par notre formulation, par notre conversation, par la manière d'émettre un discours, en fait. Et ce discours-là va influencer notre manière de voir le monde, de penser le monde. On pense le monde à partir d'une plateforme de ce qu'on ne veut pas. Et ça, c'est venu par rapport à quoi? Par rapport à notre langage. Au début, c'était juste quelque chose de insignifiant, en fait. Je pense que je peux pas être à l'heure. Je pense que ça va être compliqué pour monter ce projet. Je pense que cette histoire de panafricanisme ou d'union de la communauté, c'est quelque chose de très difficile à faire, à rendre, à rendre concret en fait. Donc à chaque fois qu'on utilise des mots et que notre formulation va dans le sens de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on ne veut pas, de ce qu'on ne désire pas, et ben notre cerveau accumule de la data, c'est-à-dire des informations, et il accumule et après il conclut, il dit ah, ok. Donc la personne euh, me dit, cette conscience-là me dit, parce que les pensées, ça, tout ça, c'est comme un ordinateur, et il y a notre conscience en nous qui choisit comment voir le monde. Après, nos pensées, notre cerveau s'adapte. Donc, l'ordre sera, la commande sera, je vais voir le monde à partir de ce que je ne veux pas. Parce que le langage qui représente une fixation de la réalité veut fixer une manière de voir le monde qui est une manière de fuir ce qu'on n'aime pas. Donc, ça paraît anodin en fait, vu comme ça, et que les mots, ouais, les mots peuvent influencer les gens et tout ça, ça paraît anodin, mais les mots sont ceux qui fixent la réalité. Les mots, c'est tome, la tome de ce qui est signifiant, de ce qui est signifiant, de l'orientation de nos vies. Donc, c'est vraiment, vraiment important de faire ce rappel-là, parce que c'est un rappel très important. Moi parfois, je l'oublie, hein, je l'oublie souvent. Je l'oublie souvent, donc le fait d'en parler, en fait, me rappelle à moi-même que il faut faire attention à la formulation, à la manière dont je parle extérieurement et à la manière dont je me parle à moi intérieurement. Donc, la plupart des gens sur Terre, la plupart des êtres humains euh, formulent leur réalité à partir de ce qu'ils
ne veulent pas, à partir de ce qu'ils n'aiment pas, à partir de ce qu'ils craignent en fait comme situation. Quand ils regardent le monde, quand ils sont exposés aux événements et aux situations, ils formulent cette réalité à partir d'un langage qui prouve, qui démontre qu'ils n'aiment pas cette situation ou qu'ils ont peur de cette situation ou qu'ils craignent une situation. Parce qu'il y a deux manières de, euh, d'accéder au bonheur. Parce que tous les êtres humains, ce qu'ils veulent, c'est le bonheur en fait. Il n'y a pas un être humain qui est sur Terre et qui n'a pas comme ambition d'accéder au bonheur. Toutes les actions qu'on fait, que ce soit en famille, au travail, que ce soit pour un business, le but final, en fait, c'est de se sentir bien le plus durablement possible. Et l'être humain a choisi il y a deux solutions pour accéder au bonheur. La première solution, c'est de fuir la douleur, c'est-à-dire éviter tout ce qui peut euh, nous frustrer, nous mettre mal à l'aise, nous faire du mal, nous tuer en fait. Donc c'est ça sa première stratégie. C'est la stratégie la plus primaire en fait. Parce que l'homme, à l'époque, euh, à une époque ancienne, était exposé à plusieurs dangers physiques, hein. C'est-à-dire, il vivait dans la forêt, par exemple, il y avait les animaux sauvages, donc il voulait survivre. Donc son cerveau a été câblé pour fuir la douleur, pour fuir la mort, en fait. Et petit à petit, cette habitude s'est inscrite dans nos gènes, en fait. Donc c'est pourquoi la plupart des êtres humains, la stratégie qu'ils ont choisie pour accéder au bonheur, c'est de fuir la mort, c'est de fuir la douleur, c'est de fuir ce qui est désagréable. Donc, et ça, c'est une mauvaise stratégie en fait. Ça, c'est un biais cognitif, c'est une mauvaise stratégie. Pourquoi cette mauvaise stratégie? C'est pourquoi on a tendance souvent dans notre discours intérieur à penser à ce qu'on n'aime pas, à penser à ce qu'on craint, à penser à ce qui peut nous arriver de mal. Parce que on a toujours ce câblage-là et qu'on a utilisé depuis des siècles et des siècles. euh, qui nous disait que ce monde est dangereux et pour vivre heureux, pour être heureux, il faut fuir le danger. Donc, ce qui fait que cette stratégie-là nous ramène à ce qu'on appelle la domestication. La domestication. La domestication, c'est quoi? La domestication, c'est penser à partir d'une plateforme de peur, à partir d'une plateforme de crainte. Quand on pense à partir d'une plateforme de peur ou de crainte, qu'est-ce qui se passe? On peut facilement nous domestiquer. Nous domestiquer, c'est-à-dire nous imposer une volonté qui n'est pas la nôtre en échange d'une sécurité. Par exemple, comment ça commence? Ça commence par un, un état du mois, parce qu'il y a plusieurs états du mois. Le premier état du mois, c'est le mois redouté. Le mois redouté, il se développe dès l'enfance. En fait, quand nos parents commencent à nous dire si tu fais ça, si tu fais telle chose, tu es méchant, si tu respectes pas telle règle, tu es considéré comme vilain ou vilaine. Donc à partir de là, on commence à considérer le monde comme étant une transaction. Et cette transaction, euh, euh, par peur de ne pas bénéficier de la transaction émotionnelle de nos parents parce qu'on les aime, donc on veut qu'ils nous donnent des signes de reconnaissance, d'amour et d'affection. Et quand ils nous disent si tu ne respectes pas telle règle, tu es vilain pour moi, tu es méchant. Ça veut dire, donc dans notre tête, on se dit ah, donc si je me soumets pas à cette transaction qui m'est imposée par mes parents, je ne serai pas aimé. Je ne serai pas aimé. Et ne pas être aimé, c'est ne pas être heureux, c'est ne pas être en sécurité. Donc, je dois suivre les règles, même si j'étouffe ma volonté, ce que j'ai envie de faire, je dois me soumettre à la règle de mes parents, c'est-à-dire de mes dieux en fait. C'est ça, c'est mes dieux. Au début, les personnes que je connais, les personnes qui m'ont protégé, c'est mes parents. Pour respecter, pour être aimé, pour être en sécurité affective, je dois étouffer ma volonté et suivre la volonté des autres, de mes parents. Donc à partir de là, on choisit la sécurité, on choisit de fuir les dangers, on pense à partir d'une plateforme de peur. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit, est-ce que mes parents vont approuver
mon comportement ou vont le désapprouver. Donc, petit à petit, cette manière de penser, d'étouffer sa volonté et et de se soumettre à une volonté extérieure dans le but de gagner en sécurité, euh, euh, ce, ce mécanisme-là se développe dans nos relations sociales, dans nos relations avec les profs, à l'école, dans nos relations avec ceux qui sont dans la religion, avec le pasteur, avec l'imam, avec le chef de la secte, parce qu'il y a le gourou du développement personnel, par exemple. On commence à se soumettre à des injonctions extérieures, même si ces injonctions ne correspondent pas à ce que nous on veut, mais on se soumet par peur de ne pas être aimé ou par peur d'être rejeté ou par peur de ne pas être conforme à la société. Donc, on est domestiqué. Domestiqué, c'est être conforme à une volonté extérieure. Être conforme à une volonté extérieure qui n'est pas notre volonté. Et cette domestication se fait par la peur. Par la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur de mal faire les choses. Parce qu'on se dit que si je tente une chose et que cette chose n'est pas parfaite, n'est pas bien faite, eh bien les gens ne vont pas m'aimer. Les gens vont me rejeter. Donc, par peur de ne pas être aimé, on étouffe notre volonté d'entrer en action, de faire les choses. On est passif, on devient passif puisqu'on vit par défaut, par défaut, c'est-à-dire on ne suit pas notre volonté, mais on suit la volonté des autres, donc on vit par défaut. Donc on s'habitue comme ça par peur. Donc c'est le moi redouté, le moi qui a peur, qui cherche la sécurité, qui est facilement soumis, qui est facilement domestiqué. Donc petit à petit, il y a un autre moi qui prend la place, c'est le moi défensif. Le moi défensif, c'est un moi c'est des mécanismes de défense intériorisés. C'est-à-dire que les personnes deviennent anxieuses, deviennent stressées, deviennent inhibées parce qu'ils pensent que c'est la meilleure manière de se défendre des menaces de ce monde, en fait. C'est la meilleure manière parce qu'ils ont tellement peur d'agir, tellement peur d'agir comme leur volonté leur incite à faire, en fait, qu'ils développent des mécanismes de défense. Des mécanismes de défense. Ah, je vois une telle personne, ah, cette personne-là n'est pas de mon idéologie politique, donc je ne veux pas parler avec lui. Donc déjà, blocage, non permission, il n'y a pas de découverte en fait. Il n'y a pas de découverte de l'autre, il n'y a pas d'ouverture d'esprit parce qu'on est anxieux, on est stressé par rapport aux dangers que peuvent représenter les autres, que peuvent représenter le monde. Donc on anticipe ce qui va aller mal, on anticipe ce ce qui va nous mettre en danger. Donc il y a un moi qu'on appelle le moi défensif qui devient prédominant. Le moi redouté, au début, lui, il était conscient qu'il doit faire des concessions, il doit négocier pour survivre. Mais il était conscient qu'il avait une manière de penser qui lui était propre, mais que cette manière de penser, il allait le mettre de côté juste pour s'adapter. Mais il savait qui il était. Il savait ce qu'il voulait. Mais le moi défensif, il est tellement occupé à se défendre du monde, à se défendre des autres, qu'il ne sait plus qui il est en fait. Et il devient... Il sait qui il est, mais il n'a pas le temps de regarder qui il est, ce qu'il veut, où il veut aller en fait. Il regarde que les lieux où il ne veut pas se rendre, les lieux où ce qu'il craint en fait. Il n'a plus le temps de regarder ce qu'il aime faire, ce qu'il aime, les endroits qu'il aime fréquenter. Il n'a pas le temps pour ça. Parce que son temps est occupé dans sa défense, sa survie. Et ça, c'est des petits trucs au quotidien, la manière de formuler nos phrases, la manière de se sentir à l'aise en public, tout ça, c'est des mécanismes de défense. La timidité, c'est des mécanismes de défense qui engendrent un stress et une inhibition en fait de l'être. Donc, en grandissant, on devient ce qu'on appelle un moi prétendu. Un moi prétendu. Moi, j'étais vraiment un moi prétendu, quoi. Je prétendais être ce que je n'aimais pas. Je prétendais être ce que je ne voulais pas.
Je prétendais être ce que je craignais en fait. Donc je me définissais par rapport à ce que je ne voulais pas. Donc et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, je pensais par défaut. Je pensais euh, par défaut parce que c'était pas ma volonté véritable qui était mise en avant, mais c'était la non-volonté, la peur de subir quelque chose que je n'aime pas. Donc, et pour me guérir, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à changer, à travailler sur mes conversations intérieures, comment je me parle à moi-même, quel discours j'ai quand je me parle à moi-même. Donc j'ai commencé à faire attention à mes pensées, à regarder mes pensées, le flux de mes pensées, et à observer le flux ce qui est prédominant dans mes pensées. Par exemple, quand je suis dans une situation et que je commence à m'inquiéter, ou pas vraiment m'inquiéter, mais à me sentir mal à l'aise, j'essaie d'être attentif parce que je me sens mal à l'aise, mais il y a pas, je vois pas le discours en fait qui est derrière cette sensation de malaise en fait. Je vois pas le discours. Mais si je fais attention, si je m'arrête 5 secondes, je vois clairement le discours. Et le discours, il est là, mais on l'entend pas. Et quand on fait un petit peu attention, on entend un discours qui dit, ah, par exemple, ah, ça va être long cette conférence. Ah putain, je vais m'ennuyer. Donc, si t'entends ce discours-là, t'étais juste mal à l'aise, enfin, mais si tu fais attention, t'entends ce discours-là, donc là, t'es en train d'observer tes conversations intérieures. Là, tu es en train de commencer à te connaître toi-même, à connaître ce qui se passe en toi, à ne pas vivre par défaut, mais à vivre de manière délibérée, à entendre les mots que tu utilises. Et, et quand tu reconnais les mots que tu utilises, si les mots te paraissent pas efficaces, en fait, tu peux les changer. Mais si tu ne fais même pas attention aux mots que tu utilises dans tes dialogues intérieurs, en fait, c'est-à-dire que c'est ces mots-là qui vont diriger ta vie. C'est pas toi qui vas choisir les mots, mais c'est les mots qui vont te choisir. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire attention à mon discours intérieur. Quand je me sens mal à l'aise, j'essaie d'écouter en fait. Qu'est-ce que je pense par rapport à ces situations qui me mettent mal à l'aise? Parce que c'est la pensée, l'orientation de la pensée qui nous donne les émotions. Donc je commence à être attentif, à faire attention au discours qu'il y a derrière en fait, au discours qu'il y a derrière mes émotions. Et quand je fais attention, j'entends les mots. J'entends les mots. Ah, cette conférence va être longue. Va être vraiment longue parce que moi, ce que je voulais, c'est vraiment écouter les choses pratiques, en fait, qu'on me donne les trucs pratiques, en fait, les outils pratiques. J'ai pas envie d'entendre beaucoup de théorie. Et là, le mec, il est parti dans une introduction de théorie. Donc, j'essaie d'entendre mon discours. Ah, voilà le discours que j'ai. C'est pourquoi je me sens mal à l'aise. Parce que je suis en train de regarder directement vers ce que je n'aime pas, vers ce que je ne veux pas. Donc, automatiquement, il y a une loi qui s'appelle la loi de l'émanation. On obtient dans nos circonstances de vie tout ce qui émane de nous. Et ce qui émane de nous, c'est quoi? C'est d'abord nos mots, nos pensées qui sont transformées en mots et nos mots qui sont transformés en réalité. Et cette représentation de la réalité qui s'étend vers des émotions, vers une émotion. Et ces émotions-là vont engendrer une certaine manière d'agir, un certain comportement, une certaine attitude. Et cette attitude-là va, va avoir un impact sur les relations que j'ai avec les autres à l'extérieur et sur les résultats que j'aurai avec le monde extérieur. Donc, dès que je commence à écouter le discours qu'il y a derrière mon malaise, en fait, j'entends le discours, je me dis, ce discours-là me force à regarder ce que je n'aime pas. Donc, et si je changeais de discours? Et si je et si je inventais un discours qui me permettra de me sentir plus à l'aise? Parce que mon objectif pur en fait, c'est de me sentir à l'aise le plus durablement possible. Il faut pas que j'oublie ça en fait. Mon objectif de vie et l'objectif de tout être humain, c'est de se sentir bien le plus durablement possible. Donc pour l'instant, je ne vais pas changer cette réalité-là.
Je vais pas prétendre que le mec me paraît intéressant, en fait. Son discours me paraît intéressant. Je ne vais pas mentir par rapport à ça, par rapport à ce que je ressens. Mais je reconnais le discours que j'ai et je me dis, je dois me focaliser sur ce que j'aime. Il y a ce que j'aime pas, oui, au calme, j'ai reconnu. Mais qu'est-ce que j'aime? Ah ouais, c'est puissant d'être dans une conférence comme ça, où les gens échangent sur des sujets profonds, où la personne prend le temps de nous expliquer, nous contextualiser le sujet, nous proposer les principes et les théories qui ont été pensées par rapport à tel sujet. Waouh! Là, il fait attention à nous, en fait. Il est venu avec une intention de nous donner le maximum d'informations. Et je pense que si je suis patient, même si je connais la plupart des informations, mais ce qu'il fait là, c'est vraiment une belle attention par rapport à nous qui l'écoutons. Donc, si je suis patient, je vais être patient et je vais attendre le moment où je vais recevoir les cadeaux, des outils pratiques. Donc, si je commence à voir en perspective, avoir une perspective, parce que le monde, c'est une question de perspective, hein. Le monde c'est du perspectivisme, en fait. Le monde est perspectiviste. C'est-à-dire, tout est question de perspective. Il n'y a pas une perspective qui correspond à tout le monde. C'est-à-dire, s'il y a trois personnes, il y a trois perspectives. Il n'y a pas une réalité objective. Il n'y a pas une manière de voir le monde pour trois personnes. Il y a trois manières de voir le monde pour trois personnes. Donc, je n'ai pas à me caler sur une réalité objective, en fait, parce qu'elle n'existe pas. J'ai à me caler sur la réalité qui me convient le plus. Et la réalité qui me convient le plus, c'est la réalité qui m'amène à plus d'enthousiasme, à plus d'aise, à plus de concentration, à plus de lucidité, en fait. Et qu'est-ce qui nous ramène à plus de lucidité? En fait, c'est des émotions positives. Les émotions positives, c'est des émotions qui sécrètent quand on a une perspective de la vie qui est positive, qui est constructive, qui est proactive. Notre cerveau sécrète ce qu'on appelle de la dopamine. T'as vu? Et la dopamine, c'est ce qui nous permet d'être heureux, d'être lucide, d'être productif, d'être inspiré par de belles idées et d'être joyeux, en fait. En fait, la dopamine, c'est vraiment le secret, en fait, de la productivité, de l'efficacité, de la joie, en fait. Donc, si moi, j'adopte une perspective qui me permet d'apprécier ce moment-là, je me permets d'être plus heureux, d'être plus constructif, d'être plus efficace, d'être plus inspiré. Donc, là, je, je me sers. Je me, à quoi je sers? À quoi je sers dans cette vie? D'abord, je sers à me servir moi-même. Si je ne me sers pas moi-même le cadeau de la vie, pourquoi attendre qu'une personne d'autre me serve le cadeau de la vie? Donc, la première personne que je dois servir, c'est moi-même. Et qu'est-ce que je dois m'offrir? C'est la possibilité de me sentir bien, la possibilité d'être productif, la possibilité d'être énergique, la possibilité de voir une expérience positive. Donc, donc si j'ai cette vision-là, j'ai cet objectif-là, ce but fondamental, ce désir pur de me sentir bien, eh bien, à chaque situation où je serai exposé, je vais essayer de pivoter si je suis dans un état où je me sens mal à l'aise, je me sens frustré, je vais essayer de pivoter pour regarder vers ce qui va être mieux pour moi, le mieux pour moi. Je n'ai pas besoin d'être euphorique, hein. Parce que si j'arrive pas à être euphorique, le mieux, c'est d'être calme, en fait, d'être en paix. Si j'arrive pas à être en paix, le mieux, c'est d'accepter la situation, en fait. Mais aller au stade où je suis mieux, en fait, mieux émotionnellement. Parce que quand je serai mieux émotionnellement, je serai plus lucide. Je verrai toutes les pans des, je verrai toutes les opportunités qui me seront offertes, en fait. Mais si je suis dans un état où je me sens mal à l'aise, je serai dans un état d'esprit de réaction. C'est-à-dire que je serai dépendant par rapport à mon environnement. C'est-à-dire mon environnement
me proposera une réalité. Il va me dire sois triste, et moi je serai triste. Il va me dire sois en colère et je serai en colère. Les médias le font facilement parce qu'ils savent qu'on est, qu'on est facilement domesticable par la peur. Ils disent des choses qui ne conviennent pas à certaines communautés et directement notre communauté, par exemple la communauté noire, est dans la réaction. C'est-à-dire ils sont dépendants de la réalité que nous impose ce qui est extérieur en fait. On nous dit ah les noirs sont tels que sont comme ça, il y a une insulte d'un politicien ou de quelqu'un à la télé et tous on est dans la réaction. C'est-à-dire on subit cette réalité-là. On subit cette réalité-là. Donc l'idée, c'est pas de subir le monde en étant négatif, c'est de créer notre propre perspective. Et cette perspective doit aller dans le sens de ce qu'on veut, de ce qu'on aime, de ce qu'on veut réaliser. Et les mots sont cet outil-là qui nous permettent de reformuler la réalité, de reformuler notre perspective de vie. Donc c'est très important de, de choisir les mots qui nous permettent, là je vous propose la stratégie, les mots qui nous permettent d'aller vers ce qu'on veut en fait, d'être dans l'approche, c'est-à-dire nous rapprocher de ce qu'on veut, mais pas les mots qui nous éloignent de ce qu'on veut. Les mots qui nous éloignent de ce qu'on veut, c'est les mots qui voient en premier lieu les obstacles, les frustrations, ce qui ne va pas, ce qui ne va pas fonctionner, ce qui va pas se faire. En fait, qui sont focalisés sur ce qu'ils n'aiment pas, sur la peur en fait. Parce que ces mots-là, si on se concentre, si on pense avec ces mots-là, en fait, notre cerveau va comprendre que en fait, c'est cette réalité que l'on veut en fait. Et lui, il va nous donner cette réalité. Lui, il n'est pas dans le bien ou le mal. Le cerveau, lui, c'est juste un mécanisme qui nous propose des réalités. Ça dépend des informations qu'on lui donne. Donc lui, il va entendre peur, il va entendre frustration, il va entendre j'aime pas, il va entendre c'est difficile, il va entendre ces mots-là et il va dire ah ok, c'est ça que tu veux voir en fait. C'est ça le champ lexical que tu veux représenter comme réalité. Donc lui va choisir le mot qui est en accord avec la peur. Il va dire à peur, à tristesse. Il va te proposer ça. À tristesse, à drame. À drame, à trahison. Il va te proposer des mots, un champ lexical parce que tu as fait une commande en fait. Donc lui, il va essayer de répondre à ta commande. Il va chercher tout un champ lexical qui correspond à ta commande. Et si la commande est de plus en plus répétée, lui aussi, il va être nourri et il va te redonner une... Quand tu vas regarder le monde, tu vas voir en premier lieu ce qui correspond au mot que tu as utilisé. En fait, c'est comme une recherche Google en fait. Si tu as des pensées négatives et tout ça, à chaque fois que tu vas sortir dans la rue, eh ben, le cerveau, lui, va se focaliser sur ce qui correspond à ta commande, à tes pensées en fait. Donc tu vas voir les trains qui sont en retard, tu vas pas voir la belle jeune fille qui t'a souri en fait. Tu vas pas l'apprécier, ça va pas te marquer, mais ce qui va te marquer, c'est le train qui est en retard. Ce qui va te marquer, c'est ton jean qui a juste une petite tache ici. Mais tu vas pas remarquer les belles chaussures que tu as achetées et qui te vont bien et qui brillent. En fait, parce que en fait, les cookies, c'est-à-dire que c'est ce que retient un algorithme pour te proposer des résultats qui correspondent à ce que tu veux en fait. Donc les cookies qui sont les plus prédominants, c'est les cookies qui t'amènent vers ce que tu ne veux pas en fait. Mais ce n'est pas les cookies qui t'amènent vers ce que tu veux. Donc, il y a un exercice simple à faire, hein. Ça s'appelle la table des contrastes pour commencer à se diriger vers ce que l'on veut, à reformuler sa vie à partir des mots, à se bénir en fait. Bénir, c'est bénédiction. Bénédiction, c'est-à-dire la bonne diction, c'est-à-dire choisir les bons mots. Bénédiction. Malédiction, c'est choisir les mauvais mots en fait. Donc, si vous voulez être béni, c'est ça, il faut choisir les bons mots. Il faut choisir les conversations les plus plaisantes, les conversations intérieures en fait. Intérieures les plus plaisantes. Mais les mots en soi, ils ont une force, hein, ils ont une grosse force, mais
si on n'y met pas derrière les mots de la valeur, de la considération, eh bien, les mots ont moins de puissance, d'influence sur nous. Par exemple, une personne peut venir, un frère peut venir me dire, ah, oh, négro, ça va? Un noir comme moi, en fait. Donc, moi, ça va pas me choquer, en fait, puisque c'est un frère. Donc, dans le contexte, ça me choque pas, parce que j'y mets pas une valeur négative, en fait. Quand le frère me dira, oh, négro, c'est comment? Un noir comme moi, en fait, puisque c'est pas négatif. Mais si, par exemple, une personne d'une autre communauté, par exemple, un blanc vient me dire, oh, négro, donc c'est le même mot, mais dans deux contextes différents, j'y mets une autre considération. Donc les mots sont pas en soi, n'ont pas en soi un pouvoir. En fait, les mots dépendent de la considération et de la valeur qu'on leur donne. Donc tu peux rester là en train de prier et dire ah je veux être heureux, je veux être bien, je me sens bien, je suis heureux, faire des l'autosuggestion positive en fait, dire des mots positifs pour te sentir bien. Eh ben ça peut marcher hein, parce qu'à force de répétition les choses, mais ça peut prendre du temps. Mais si tu donnes de la considération aux mots, si tu donnes de l'émotion aux mots, si tu sacralises les mots, tu leur donnes une puissance émotionnelle, eh bien les mots seront encore plus puissants parce que tu leur donnes une valeur. Quand tu dis paix, paix à vous les frères et sœurs. Quand tu dis paix à vous les frères et les sœurs, si tu le dis de manière superficielle, sans y mettre de la considération, eh ben ces mots-là n'auront pas le même impact sur les autres et sur toi que si tu mettais du cœur, que si ça sortait d'une intention, d'une intention avec une intensité plus puissante. Donc les mots ont une influence, c'est vrai, mais il faut aussi mettre de la valeur, de la considération derrière les mots, leur donner leur sacralité. Ne pas utiliser les mots de manière superficielle, mais utiliser les mots avec une intention derrière. Donc c'est ce qui est très important dans le pouvoir des mots, la malédiction, la bénédiction, c'est comprendre qu'un mot n'a pas la même valeur pour tout le monde. Une conversation n'a pas la même valeur pour tout le monde. Il y a une personne qui sera plus touchée par une conversation parce que selon ses expériences personnelles, selon son histoire, sa culture, euh, va être touchée différemment d'une autre personne. Donc il faut savoir utiliser les mots et et les utiliser dans un contexte qui nous touche plus en fait. C'est-à-dire ne pas utiliser les mots de manière hasardeuse. Par exemple, pour moi, si je veux de l'argent, par exemple, je veux de l'argent et que je dois mettre mes intentions euh, pour me sentir focalisé sur mon objectif d'avoir de l'argent. Donc, pour moi, je vais utiliser le mot argent. Pour moi, le mot argent n'a pas la même puissance émotionnelle que le mot mapesa. Mapesa, pour moi, c'est ma langue maternelle, en fait. Ma langue maternelle, c'est-à-dire que quand j'entends mapesa, ça a plus de puissance, d'impact sur moi, en fait. Donc, si je fais mes intentions, je dis, aujourd'hui, je veux que mon business me rapporte plus une abondance de mapesa. Waouh! Ça a un impact. Ça a un impact plus que si j'utilise le mot argent ou le mot blé. Donc les mots, il faut les utiliser, mais en connaissance de leur contexte en fait, de ton contexte à toi, de ton contexte à toi. Tu vas dire qu'un mot me touche plus qu'un autre, donc j'utilise ce mot-là. Au lieu d'utiliser, par exemple, si j'utilise euh, le mot intention, intention, c'est-à-dire je fais mes intentions euh, pour, euh, on a une réunion, donc on est là, euh, dit ses intentions, c'est-à-dire avec quoi vous voulez repartir, qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans cette réunion. Donc les gens disent leur objectif, moi je suis venu pour apprendre plus sur l'organisation et tout ça. Nanana. Et toi, c'est quoi tes intentions? Ah, moi, mes intentions, c'est de pouvoir apprendre mieux comment l'entreprise fonctionne. Et toi, c'est quoi tes intentions? Moi, mes intentions. Donc, le mot intention, pour un certain groupe, aura un impact plus inspirant
que le mot que si on utilise avec quoi vous voulez repartir. C'est-à-dire, ça va être vite fait. Avec quoi vous voulez, je veux repartir avec telle connaissance. Ouais, vite fait. Mais pour une certaine population, si vous dites intention, c'est quoi votre intention? Ben, ça aura un impact en fait. Puisque dans leur contexte, intention, ça paraît plus spirituel, ça paraît comment te dire, plus poétique, plus profond. Donc, les mots, il faut les utiliser, mais de manière, euh, de manière intelligente en fait. C'est-à-dire, il faut dire que ce mot-là, son impact sur cette population sera plus puissante que sur une autre population. Ce mot-là, si je l'utilise, va avoir plus d'impact sur moi que sur une autre population. Donc c'est intéressant le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment quelque chose que j'étudie dans toutes les langues en fait, dans ma langue maternelle et parce que parfois il y a des situations qui m'arrivent et si j'essaie de les expliquer par le français, j'aurais du mal à me sentir rapidement à l'aise en fait. Parce que le français ne me convient pas par rapport à certaines situations. Si j'ai envie de réfléchir, le français ne me convient pas. Donc je suis obligé de réfléchir dans ma langue maternelle pour trouver une solution plus rapidement. Parce que ma langue maternelle, dans un contexte précis, me permet d'accéder à des émotions plus positives que la langue française. Et parfois, la langue française me permet d'accéder à des émotions plus positives, plus poussées que la langue maternelle. Donc, il faut vraiment utiliser les mots selon les contextes. Et dans ma langue maternelle, il y a différents dialectes. Il y a le Shingazija, le Shimaore, le Shinzwani et le Shimwali. Parfois, quand je parle avec des gens en Shinzwani, par exemple, quand je parle à Shinzwani, je me sens plus doux en fait. Dans ma manière de parler, je suis plus doux en fait. Parce que le Shinzwani, c'est plus bêta, c'est plus féminin en fait. Les mots qui sont utilisés, le ton et tout ça, me sont plus doux. Et quand j'utilise par exemple le Shingazija, c'est presque c'est la même langue. Je me sens dans un état d'esprit un peu mondaine en fait. Un état d'esprit un peu guerrier, un peu conquérant. Donc, les mots, selon le contexte, selon la langue, il faut les utiliser à bon escient en fait. Parce qu'un mot, je peux dire je veux être heureux, je veux être heureux, je veux être heureux. Mais tu ne vas pas être heureux si tu ne mets pas de la considération derrière le mot heureux. S'il y a un mot qui te convient le plus, je veux plus kiffer, je veux plus kiffer. Est-ce que kiffer, ça te parle plus? Eh bien, utilise ce mot-là. Et ton cerveau capte les mots qui ont plus d'émotions, qui ont une couverture émotionnelle plus puissante en fait. Le cerveau les capte rapidement, ils disent ah, ça c'est une commande qui est sérieuse. Ça c'est une commande que je vais prendre en compte le plus rapidement puisque s'il y a une couche d'émotion qui est là en fait, une intensité émotionnelle derrière le mot. Donc je vais le prendre en compte. Je vais le mettre dans la commande, je vais la mettre en première page, la page principale en fait. Donc les mots, c'est vraiment une histoire de fou en fait. C'est vraiment une histoire de fou. Vraiment une histoire de fou. Les mots, c'est ce qui fixe la réalité. Fixe la réalité. Par exemple, il y a aussi un outil qui s'appelle l'outil de focalisation. La roue de la focalisation. C'est un outil, on utilise les mots pour se focaliser sur un sujet et avoir plus de détails sur un sujet. Avec ces trous de focalisation, il faut commencer par les mots les plus simples possibles sur un sujet. Par exemple, j'ai envie de monter un projet euh, sur l'immobilier en fait. L'immobilier en Afrique, au Ghana par exemple. J'ai envie de faire ça. Donc, tu vas commencer par écrire sur une feuille, écrire les mots les plus simples qui te viennent en fait. Les mots les plus simples, c'est-à-dire les mots. On va commencer d'abord par les mots négatifs en fait. Tout ce qui te fait peur par rapport au fait de te lancer dans l'immobilier au Ghana. Bon, ce que je n'aime pas, ce que j'ai peur, c'est par exemple, c'est de ne pas avoir assez de financement, de ne pas
pouvoir avoir le temps de monter bien le projet. En fait, écris ce que tu n'aimes pas, tes peurs, parce qu'il faut toujours euh, il faut être positif, mais pour être positif, il faut partir de là où on en est. C'est-à-dire, tu ne peux pas directement être allé dans le positif si tu t'es pas rendu compte de ton discours intérieur qui est négatif. C'est impossible. Il faut d'abord reconnaître ce qui est négatif et ce qui est négatif en toi, tu vas reconnaître, voilà où j'en suis. Je suis à telle étape et de cette étape-là, j'ai envie d'aller à telle étape. Donc, j'avance progressivement pour aller à telle étape. Donc, il faut déjà commencer par écrire tout ce qui nous vient, tous les mots, toutes les phrases, toutes qui sont négatives en fait, ce qu'on ne veut pas en fait. Comme ça, on reconnaît où on en est. Dans ces situations, voilà ma table de loi. La table de loi négative que j'ai dans ma tête et qui influence mes pensées, qui influence mes émotions et mon comportement. Voilà ma table de loi. Voilà mon contrat, mon pacte avec le diable. Mon pacte, le pacte que j'ai fait. Je reconnais, quand je suis pas dans je suis pas dans le déni, je reconnais comment je pense. Voilà. Et derrière ça, en fait, derrière les mots, on peut classer 10 phrases ou 10 mots. Derrière ces mots-là, il faut trouver la logique qu'il y a derrière les mots. Quelles sont les croyances qu'il y a derrière les mots-là, les termes négatifs-là. Parce que, et là, si tu travailles avec quelqu'un, avec un coach, c'est mieux. Et là, tu commences à voir, derrière le mot, j'ai peur de ne pas avoir de financement. Il y a une croyance que s'il est compliqué d'avoir de l'argent, il est compliqué juste dans ces mois. En fait, il n'y a pas de jugement par rapport à ce que tu dis, en fait. Que ce soit vrai ou pas, en fait. Il faut juste que tu reconnaisses où tu en es. C'est quoi ton discours? C'est quel discours tu as en fait? Il faut juste que tu reconnaisses. Il n'y a pas genre ce que je dis est vrai ou pas. Parce que je pense que nanana. Et là, petit à petit, tu commences à reconnaître là où tu en es au niveau de tes pensées. Dans le côté négatif en fait. Le côté ce qui t'éloigne de ce que tu veux. Donc tu commences c'est comme ça que je pense. Waouh! J'ai découvert la manière de penser en fait. Rien ne me cachait. Il n'y a plus de cachotterie en fait. Je suis face à moi-même et je reconnais ma manière de penser sur ces situations. À partir de là, on reprend les mêmes termes négatifs et on essaie, parce que derrière ce qu'on ne veut pas, il y a ce qu'on veut. Toujours derrière ce que tu veux pas, si tu reconnais ce que tu veux pas, eh bien, il se cache derrière ce que tu veux pas, ce que tu veux. Automatiquement, c'est systématique. Si tu reconnais une situation que tu n'aimes pas, eh ben derrière ce que tu n'aimes pas, il y a ce que tu aimes en fait. Si j'aime pas les voitures de telle, les voitures électriques, ça veut dire que je préfère un tel modèle de voiture. Donc tu commences par dire ce que tu n'aimes pas et ce que tu n'aimes pas va te donner le cadeau, éclaircir ce que tu aimes. Donc tu fais la même chose, tu regardes ce que tu n'aimes pas et dans ce que tu n'aimes pas, tu tires la conclusion de ce que tu aimes. Et là, tu commences petit à petit à regarder vers les objectifs globaux de ton projet. Ce que j'aime, c'est ça, ce que je veux, c'est ça, avoir de l'argent, nanana. Et là, tu écris tout en fait, là, et puis tu prends chaque terme et tu essaies de créer un champ lexical. Et alors, si je dis que je peux avoir de l'argent et c'est facile d'avoir de l'argent, parce que de l'autre côté j'avais écrit c'est difficile d'avoir de l'argent et c'est compliqué d'avoir de l'argent. Là j'ai écrit c'est facile d'avoir de l'argent et je peux avoir de l'argent. Et comment tu vas faire? Comment avoir de l'argent facilement dans ce domaine-là? Est écrit avoir de l'argent facilement, c'est savoir où on peut le trouver. Hmm. Où est-ce qu'on peut le trouver? Et petit à petit, tu as un coach et tu te focalises. Sur un terme, tu te focalises petit à petit. Ton cerveau se focalise jusqu'à trouver le comment. Mais en partant morceau par morceau, en fait. Un morceau et puis un autre morceau, étape par étape. Et petit à petit, tu te rends compte que tu as toutes les réponses, en fait. Il fallait juste commencer par le début et aller morceau par morceau vers ce que tu veux. Ce qui nous tue, en fait, dans, dans notre manière de nous exprimer, dans nos conversations intérieures, notre conversation avec l'extérieur, c'est la confusion. On ne sait pas où on en est. On a la confusion par rapport au stade où on en est, par rapport au lieu où on veut se rendre et par rapport aux étapes
qui vont nous mener à partir de là où on en est vers vers le lieu où on veut se rendre. Donc, la première chose, c'est de reconnaître ta position. Où est-ce que j'en suis? Je suis dans cet état d'esprit, dans ces situations. Donc, il faut que tu reconnaisses et que tu reconnaisses la logique qui fait que tu t'es positionné à l'état où tu en es, en fait. Quelle logique fait que je suis dans cet état-là maintenant? Ah, parce que je pense que ma croyance, je pense, en fait, essaie d'explorer, de clarifier, en fait, de clarifier où est-ce que tu en es. Et quand tu clarifies les choses, tu es plus calme, tu es dans le contrôle, tu dis, ah, je sais où j'en suis, en fait. Je sais où j'en suis, je sais, si j'avance, je saurai si j'ai avancé. Si je recule, je saurai si je recule. Mais les gens ne savent même pas où ils en sont. Ils veulent directement être positifs, être la personne la plus gentille du monde, mais ils ne savent pas où ils en sont. Ils évitent de regarder le contrat qu'ils ont signé avec le diable. Le diable, c'est pas une personne avec des cornes. Le diable, c'est tout ce qui t'éloigne de ce que tu veux, tout ce qui t'éloigne, tout ce qui te sépare de ce que tu veux, c'est-à-dire l'amour, la bonté, c'est ce qu'on veut en fait, c'est-à-dire la satisfaction. Donc c'est ça le diable. Donc les gens ne reconnaissent pas le pacte avec ce qui les éloigne de ce qu'ils veulent. Et quelle logique a fait qu'ils ont signé un pacte avec ce qui les éloigne de ce qu'ils veulent en fait. Donc quand les gens commencent à clarifier là où ils en sont, commencent à voir quelle logique me fait stagner là, me fait rester là, quelle est la logique, quel est le discours interne. Quand les gens reconnaissent ce discours-là, eh ben ils se disent waouh, au moins je sais où j'en suis. Je suis pas dans la confusion, je suis pas dans comment on appelle ça, dans la superstition en fait. Je suis pas dans la magie en fait. Que il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, quelque chose qui n'avance pas, mais je sais pas quoi, on m'a jeté un sort. Non, tu sais comment le sort est mis en place, c'est quoi la structure du sort en fait. Tu sais quelle pensée tu as, dans quelle émotion tu as, dans quelle action tu mets en place, dans quel comportement tu as. T'as clarifié, c'est là où tu en es. T'as clarifié, tu sais, c'est là où j'en suis. Voilà là où j'en suis. Et quand tu as clarifié là, tu as un sentiment de contrôle, de paix. Même si tu n'avances pas, hein, même si tu n'as pas avancé des iota. Mais le fait de savoir là où tu en es, le fait de poser le bon diagnostic et d'être lucide, radicalement lucide par rapport à la position où tu te trouves, eh ben, ça te donne un sentiment de contrôle. Et c'est ce sentiment de contrôle qui entraîne plus de paix. Et cette paix-là va te permettre maintenant d'aller encore plus loin, de faire un petit pas encore plus loin. Un petit pas. Et le pas suivant, c'est le pas de découvrir ce que tu veux. Et ce que tu veux est caché, est toujours caché derrière ce que tu ne veux pas. Et toujours derrière ce que tu ne veux pas, imagine ce que tu veux. Ah, je ne veux pas d'une relation comme ça. Donc ça veut dire que je veux quoi? Si je veux pas ça, ça veut dire que je sais ce que je veux. Si je veux pas des choses, ça veut dire que j'ai un choix. Il y a quelque chose que j'ai choisi pour ne pas choisir ça, pour ne pas aimer ça. Donc j'ai déjà choisi. Donc il faut que je découvre ce que j'ai choisi. Donc avec l'exercice là, on fait ce qu'on appelle un pivotement. La personne commence à regarder ce qu'il veut. Et parfois les gens savent ce qu'ils veulent, mais c'est confus. C'est confus pour le cerveau, il y a trop d'informations, tout est mélangé. Donc il faut clarifier, il faut écrire. En premier, il faut écrire. On écrit, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit. Tous les jours, on écrit. Et petit à petit, on commence à clarifier ce qu'on veut. Il ne faut pas se dire, ah, je sais ce que je veux. Non, tu ne sais pas ce que je veux parce que ce n'est pas clair. Le cerveau n'a pas catégorisé. Le cerveau n'a pas ressenti une intensité par rapport à ce que tu veux. Ce que tu veux, peut-être tu le connais, mais en fait, c'est dans une banlieue de ton cerveau, c'est dans le 7-8, dans le 178 de ton cerveau, en fait. C'est négligé là-bas. Maintenant, le fait d'écrire et de clarifier fait en sorte que ce que tu veux va devenir une tour Eiffel qui va briller et que tu vas le remarquer, en fait.
Donc c'est ça qui est important dans le fait de clarifier ce qu'on ne veut pas, ce qu'on veut. Et tout ça se fait à partir de la clarification du discours intérieur, la clarification du discours intérieur des mots qu'on utilise, c'est-à-dire des réalités qu'on fixe à partir des mots et des réalités qu'on crée à partir des mots. Je vais vous dire au revoir et on va se voir dans un autre live. C'était Antucharan, coach